C'est bon, on te voit. C'est bon, on te voit et tu peux parler tant que tu veux. Si tu peux mettre ton micro un poil plus fort, c'est pas mal. Mais je vais le régler pour toi Je sinon. pense qu'il est un Je peu vais au essayer. max. Là, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une question complexe, mais importante si on veut parler de non-violence, qui est se demander déjà où commence la violence. À partir de quand on peut parler de violence? Est-ce qu'il y a une origine à la violence? Donc, je vais essayer d'apporter des pistes de réflexion, enfin moi et tout le groupe, hein, du module non-violence. Et déjà, la première des choses à faire, c'est de définir les termes. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que la violence? Vous avez 4 heures, thèse, antithèse, synthèse. Donc, je me suis inspirée du dictionnaire de la non-violence de Jean-Marie Muller pour répondre, pour synthétiser très rapidement ce qu'il dit. D'abord, la première chose qu'il dit, c'est que la violence fait partie de la vie, mais que c'est une expression mortifère de la vie. Évidemment, la violence, sans vie, il n'y aurait pas de violence. Moi, j'ai interviewé il y a un an Yazid Kerfi, qui était un délinquant qui est devenu médiateur. Et il explique très bien dans cet épisode que la violence, ça a été pour lui une manière d'exister parce qu'il avait toujours été vu comme un bon à rien et qu'il est redevenu quelqu'un en choisissant la voie de la criminalité. Mais qu'en même temps, a posteriori, il avait bien conscience que c'était une fuite en avant et une forme de suicide puisqu'il il commettait des violences, il était exclu de la société, il a fait de la prison, il risquait sa vie, il était dans un milieu violent. Donc c'est une expression à entendre, la violence, mais dont le résultat final, c'est le néant et la destruction. Et pourquoi? Parce que la violence, essentiellement, c'est la transgression d'une loi fondamentale de la vie, qui est l'interdit du meurtre. L'interdit du meurtre, c'est comme l'interdit de l'inceste, c'est quelque chose qui est établi, c'est une loi non écrite en fait, qui va permettre la vie en communauté. Le meurtre, ça coupe le lien social et la survie de l'espèce est tout simplement menacée s'il n'y a pas cet interdit qui est posé, cet interdit fondamental. Et on va dire, extension, la violence, c'est tout ce qui tue, tout ce qui détruit, tout ce qui nie l'autre, et l'autre est le vivant. Même si, évidemment, il y a des degrés, il y a on va dire, on tue réellement, mais il y a aussi toute la violence symbolique. Dès qu'on est amené à faire taire, exclure, nier les droits, on est dans de la violence. Alors cette diapositive, c'est Benoît et Ariane Tyran qui me l'ont envoyée pour être encore plus clair sur cette définition de la violence. Eux qui ont une association qui s'appelle Sortir de la violence. Et donc eux, ils disent que l'agressivité, en fait, c'est une force instinctive. Et eux, ils la distinguent bien de la violence, qui est en nous. C'est une force de préservation de la vie. Et c'est vrai que tous les enfants ont ça, de préserver leur territoire, de défendre leur identité, qui ils sont. Et en fait, si on accompagne cette force, on peut aller jusqu'à la non-violence, qui est on va dire, la protection de l'autre, de soi-même, de toute vie. Mais si on la réprime ou au contraire on lui laisse libre cours, ça va se transformer en violence et donc en une force destructrice qui diminue, blesse, exclut, écrase l'autre. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut dire que la violence, c'est juste, on va dire, une différence de degré entre l'agressivité qui préserverait la vie et puis préserver la vie jusqu'à détruire les autres, ou est-ce qu'il y aura un repère plus précis? C'est vraiment la question qu'on se pose avec où commence la violence. Est-ce qu'il y a oui, une frontière qui ferait qu'on passe dans la violence? À partir de quand on peut parler de violence? Alors, Benoît et Ariane, ils ont fait un micro-trottoir il y a quelques années où ils demandaient aux gens dans la rue qu'est-ce que c'est pour vous la violence? Et 95% des gens ont répondu pour moi la violence c'est frapper, c'est tuer, c'est détruire, enfin, tout ce qui a trait au matériel en fait, les violences visibles, les attentats, la guerre, pour eux c'était la violence. Et puis après il y a 5% des gens, donc c'est très peu, qui répondaient ah oui non mais attendez il y a quand même les violences psychologiques hein, donc la violence verbale, l'entreprise de manipulation par le langage, on en a vécu une je crois à grande échelle pendant 2 ans. Et puis il y a les violences symboliques. Alors la violence symbolique c'est assez pervers comme truc, c'est le processus qui va faire en sorte que les dominés intègrent la vision des dominants, que les dominants ont du monde en fait. Ils vont intégrer que la hiérarchie sociale est naturelle.
Alors, moi, je trouve qu'une violence symbolique qui est en cours actuellement et qui est très forte, c'est le masque, par exemple. Alors, que ça soit protecteur en certaines circonstances peut-être, mais quand ça devient une règle, une structure, pour moi, c'est une violence symbolique. C'est vraiment faire taire l'autre, c'est même lui enlever son identité. Et puis, les violences structurelles, qui sont, on va dire, provoquées par les structures, les institutions d'une société, et qui vont empêcher les individus de se réaliser. Et donc, 5% des gens seulement parlaient de ces violences qui sont plutôt immergées, la partie immergée de l'iceberg. Et il y avait en plus toujours des gens autour qui répondaient, oui, non, non, mais attendez, ça, c'est pas vraiment de la violence. Donc, c'est vraiment, on a l'impression que c'est très compliqué de savoir à quel moment ça commence la violence. Est-ce qu'on peut trouver un point de repère dans cet océan de violence pour ne pas se noyer? Donc, pour essayer de mieux comprendre quand naît la violence, on va essayer de revenir à ce qui se passe en nous. Et donc là, je vais citer une phrase d'Ariane et Benoît que je trouve très claire. Pour essayer de comprendre quand nous, on commet une violence ou quand nous, on fait une violence envers nous-mêmes hein, aussi, qu'est-ce qui se passe? La violence commence chaque fois que j'estime que j'ai raison, que ce que je pense est juste, et que l'autre a tort, n'a pas compris, ne veut pas le reconnaître, se trompe. Chaque fois que j'ai un regard comme ça, il y a comme un mur qui se dresse entre moi et l'autre, et je suis dans l'incapacité d'entrer en relation avec l'autre. Et on a bien compris à quel point la relation, c'était une condition de la survie, hein, de la vie. Donc voilà, j'ai essayé de schématiser ça. Donc il y a d'un côté moi, ceux de mon groupe, ceux qui pensent comme moi, de l'autre côté l'autre et ceux de son groupe, ceux qui pensent comme lui. Et donc j'ai pensé que je sais mieux, que j'ai la vérité, que je suis dans le bien et que l'autre a complètement tort, il est dans le mensonge et dans le mal. Et un mur va se dresser entre moi et l'autre ainsi. Alors évidemment, pour moi, ça c'est une logique de guerre. Hein, et je crois qu'on peut parler actuellement, l'actualité de la guerre en Ukraine, de la propagande. La propagande, c'est vraiment, il n'y a plus qu'un seul point de vue. L'autre est effacé. Et on le voit en France où le conservatoire russe de Paris a été renommé parce qu'il ne faut plus qu'il y ait russe. Ceux qui font de la poutine à Toulouse ont des problèmes. Et puis bon, on censure les médias russes. Mais de l'autre côté, moi, il se trouve que je vis avec une personne qui est née en Union soviétique, qui lit la presse russe, la presse alternative russe, etc. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. L'Occident, c'est le mal, les médias pro-occidentaux sont censurés, etc. Je dirais même que c'est pire, parce qu'il y a des prisons, enfin ils vont en prison, vraiment, ça peut aller plus loin qu'ici, en tout cas pour l'instant. Et donc voilà, le lien est complètement rompu, le point de vue de l'autre n'existe pas. Donc ça, c'est une logique vraiment de la guerre. Et aussi, là, on voit il y a deux positions qui sont horizontales. Donc il y a moi, il y a l'autre, et le mur se dresse entre moi et l'autre. Et dans la violence, il y a aussi cette logique de prendre l'ascendant sur l'autre. Donc là, d'aller dans un axe plutôt vertical. Parce que la violence, elle est là aussi quand il n'y a plus le point de vue de l'autre, finalement, on l'écrase, quoi. On pense qu'on est au-dessus. Et pour moi, ça amène aussi à cette question de l'origine de la violence. Parce que je crois que personne enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait commis en premier une violence. Tout le monde se revendique de répondre à une violence première. Donc c'est une question presque insoluble, hein, quelle est l'origine de la violence, mais si on essaye quand même de la poser, je pense qu'il y a beaucoup de conscience qui pourrait être mise sur ce que c'est la violence. Et déjà, si on se la pose pour soi, à quel moment, pourquoi j'ai commis telle violence? Donc il y a toute cette question des besoins qui n'ont pas été comblés. Ça, on en parlera forcément quand on parlera de communication non violente. À quel moment j'ai été submergée, en fait, quelque chose a pris l'ascendant sur moi, justement. Et donc, je n'ai pas pu faire autrement que commettre une violence envers moi ou envers l'autre. Dans la relation, à quel moment je m'écrase face à l'autre, à quel moment j'écrase l'autre. Et puis alors après, il y a toute la question de la violence institutionnelle, où là, on est vraiment dans la verticalité, avec la hiérarchie à tous les niveaux, l'école, dans l'hôpital, dans notre administration, et l'abus de pouvoir qui découle de ça. Donc ça, j'ai essayé de le schématiser par voilà, la violence institutionnelle. Donc au-dessus de moi, il y aurait mes supérieurs hiérarchiques, ceux qui ont le pouvoir sur moi, ceux qui sont considérés comme supérieurs culturellement, racialement, sexuellement, tous ceux qui me contrôlent, donc qui vont faire le travail de maintenir cet ordre hiérarchique.
moi et aussi tous ceux sur qui j'aurai le pouvoir. Et donc là aussi, c'est bien sûr la création de murs, mais c'est même plus que ça, je trouve, parce que il y a, dans l'institution, il y a d'ailleurs, Étienne en parle bien, il y a une institutionnalisation de notre impuissance. Et l'impuissance, je pense que c'est la violence, enfin c'est quasiment le néant, quoi. On a l'impression qu'on ne peut sortir de l'impuissance que par la violence. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Et l'impuissance, le fait de pas, d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, d'autre choix que la violence, c'est consubstantiel de la violence. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est piégé. Et on a l'impression voilà, on ne peut pas sortir d'un cercle vicieux. Et là, je voudrais revenir un petit peu plus tard à cette question du choix, parce que il y a des gens qui vont te dire on a toujours le choix entre la violence et la non-violence, etc. En fait, tant qu'on est dans la violence, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix. Et quand on dit que la violence est innée, oui, mais il y a une culture de la violence qui a un poids phénoménal dans la reproduction de cette violence. C'est-à-dire qu'on est éduqué, on vit dans un système qui produit de la domination et on est conditionné à cette domination dès l'enfance. Et qui dit domination dit soumission à la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est le mensonge, parce que personne ne peut être plus fort tout seul. L'interdépendance est nécessaire, donc on a besoin d'horizontalité pour vivre et de liens et que ça bouge. Et même s'il y a des moments où il y a de la verticalité, comme vous l'avez dit, parfois il y a des gens qui sont les chefs, mais il faut que ça bouge tout le temps. Ça ne peut pas être figé, sinon on est dans la violence, c'est institutionnalisé. Et puis la loi du plus fort, c'est l'injustice avec la reproduction de toutes les dominations. Et je voulais parler par rapport à cette idée que la violence c'est un cercle vicieux, d'un projet qui s'appelle Projet Compassion Prison, qui a été mené aux États-Unis. C'est une femme qui mène ça, qui a été écoutée des prisonniers en prison et qui, là, elle leur fait faire un exercice sur cette photo où elle leur dit, si vous répondez oui à la question que je pose, vous faites un pas dans le cercle. Et donc, les questions qu'elle pose, c'est par exemple, si vous avez été battu enfant jusqu'à croire que vous allez mourir, faites un pas dans le cercle. Si vous avez vécu dans une extrême pauvreté, faites un pas dans le cercle. Si vous avez été en foyer, faites un pas dans le cercle. Si vous avez été violé, etc., etc., etc. Et donc, ils font beaucoup de pas dans le cercle. Et ce qu'elle a conclu de cette expérience, mais aussi de toutes, elle a fait beaucoup de choses en prison, c'est que les personnes en prison, c'était les personnes les plus traumatisées de la société. Donc ça en dit très long sur l'ancrage de la violence dans notre société et sur le refus de remonter à l'origine et de prévenir cette violence et de mettre de la conscience sur cette violence. Parce que tant qu'il n'y a pas de conscience sur la violence reçue, sur la violence donnée, sur un changement de regard, il n'y a aucun changement de regard qui est possible. Et donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix que la violence. Et parce que c'est la seule façon de survivre. Et la non-violence, c'est justement tout son travail d'essayer de prévenir, d'essayer de mettre cette conscience-là, d'essayer de guérir et de montrer qu'il y a d'autres choix, que des alternatives existent. Et voilà, et là, c'est les références que j'ai utilisées dans cette petite démonstration. Donc, le dictionnaire de la non-violence de Jean-Marie Muller, les travaux d'Ariane et Benoît Tirant-Guibert, donc leur site Sortir de la violence, l'épisode 20 et 21, mais là vraiment j'ai utilisé, c'est plutôt ce qu'ils disaient dans les épisodes 20 de La force de la non-violence, donc mon podcast, l'épisode 9 de La force de la non-violence avec Yazid Kerfi. Si vous voulez entendre un destin vraiment extraordinaire, je vous le conseille. Et l'article 2, La mère de toutes les violences ou le père, que j'avais déjà cité la dernière fois, mais dans lequel je me pose vraiment la question de cette origine de la violence. Voilà. Merci beaucoup Célia. Je vais mettre juste un petit bandeau pour signaler aux gens qui découperont pour que ce soit plus facile. Donc la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, tu nous as parlé des a priori et puis démonter un peu tous les a priori qu'il y avait sur la non-violence pour permettre aux gens de la penser à nouveau frais et puis de la voir comme une vraie voie d'épanouissement et de liberté, comme une vraie voie de puissance aussi d'agir sur le monde et pas du tout comme une voie d'impuissance ou de soumission.
Et puis là, tu essaies de remonter à la source, quoi, à la racine, de manière radicale, de comprendre les choses. Mais c'est pas si facile. Ça nous questionne nous, ça questionne notre éducation, ça questionne la place du père, la place voilà, nos structures familiales dans leur ensemble. Et ça peut aller assez loin. Merci pour toutes ces réflexions et merci à toute l'équipe qui est derrière, encore une fois. Vous pouvez retrouver tout un travail sur la non-violence donc dans le podcast La Force de la non-violence, qui est aussi une chaîne YouTube qui permet d'aller réfléchir sur cette façon-là de transformer le monde, qui pour moi est la plus intéressante. Voilà. Merci Célia. Est-ce que tu veux Merci à toi, retirer un Louis. mot de conclusion ou avant qu'on Non, donne le... j'espère que j'ai pas été un peu vite, hein, parce que j'avais peur de faire long. Peut-être un petit peu bon. Il y a la Vous me pression direz. des 8 minutes qui C'est ça, j'avais mis le minuteur, donc je voyais que je dépassais, je me disais, ah là là. Mais bon, qu'au bout de on la nuit, verra. on comprend en deux, on en fera une par solution et puis on divisera en deux les thèmes. Alors, Voilà. ouais, on reçoit Will là, qui